Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akibapla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 87 d'Akibapla Podcast et aujourd'hui je suis à Montauban pour interviewer Ambre Cazodor et parler ensemble de mouvement, de corps et de conscience. Si vous suivez le podcast depuis le début, vous avez sûrement déjà entendu un épisode avec Ambre Cazodor. Il s'agit de l'épisode numéro 18 où nous avions échangé sur son livre Le parcours qui mène à soi. Je vous invite à aller le découvrir si ce n'est pas déjà fait, vous trouverez le lien vers cet épisode en description. Et aujourd'hui, Ambre publie un nouveau livre intitulé L'intelligence du corps en mouvement, où elle questionne les liens entre notre corps, nos émotions et notre bien-être physique et mental. Dans notre société ultra sédentaire et connectée, et si bouger était la clé pour se sentir mieux dans sa vie? On en discute tout de suite ensemble. Bonjour Ambre. Bonjour Audrey. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de rédiger ce premier ouvrage, puisque c'est le premier alors pas d'une trilogie comme je croyais l'avoir compris, mais il y aura 2 tomes. Exactement. Et cet ouvrage va parler en fait des liens entre le corps et le mouvement. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de cette thématique ? Ouais, tu sais, je dis souvent que, en tout cas, c'est ce que j'ai compris au fil de mon parcours, qu'on écrit d'abord pour soi. On écrit généralement pas pour les autres, on écrit pour soi d'abord et c'est vrai que dans mon parcours de thérapeute, je me suis rendu compte d'une chose très simple par la suite, après avoir expérimenté et compris un certain nombre de choses sur moi, c'est qu'il y a plein de gens qui cherchent des réponses avec leur tête, ce qui a été mon cas, tu vois? Et finalement, pourquoi les gens cherchent des choses avec leur tête? Parce que leur corps, il est plus vécu comme un espace de sécurité. Du coup, tu sais, il y a un très grand psychanalyste qui s'appelait Winnicott qui disait: «On peut pas se développer dans un environnement qui nie ce que l'on ressent». Et moi, je suis tellement d'accord avec ça. C'est-à-dire que depuis l'enfance, à la plupart des gens, et ça fait partie des éducations beaucoup de nos parents, de nos grands-parents, même si on n'est pas tout à fait dans la même génération, et puis forcément dans la mienne un petit peu aussi, on a appris à douter de nos sensations. On a appris surtout à se couper de certaines émotions. Moi, j'entends souvent dans mon cabinet, les émotions négatives, et j'ai toujours: «Mais non, il y a pas d'émotions négatives. Il y a des émotions certes qui peuvent être désagréables, mais elles sont pas négatives». Et donc du coup, on a appris à faire confiance à une autorité extérieure, que ce soit un parent, un professeur, un éducateur, une figure proche, tu vois? Et quelque part, une norme sociale qui prétend savoir mieux que nous ce qui est bon pour nous. Moi, je rappelle souvent aux gens, la seule personne qui sait vraiment ce qui est bon pour vous, c'est vous. Et le corps, c'est vrai qu'il a cette intelligence profonde. En kinésiologie, on dit cette phrase redondante, c'est le mentalement, le corps, c'est mieux, le corps c'est tout. En fait, ça veut pas dire qu'on ment sciemment, évidemment, mais tu sais, j'ai l'habitude de dire qu'on se raconte beaucoup d'histoires. Et quand on se reconnecte à cette intelligence du corps, il y a tout qui s'ouvre. Donc c'est vrai que le corps, il ressent avant que le mental y comprenne, il analyse, il interprète. Et c'est vrai que, regarde, on vit 24 heures sur 24 dans un corps. Et ce corps, c'est quand même nous qui sommes les mieux placés pour savoir ce qui nous nourrit profondément. Parce qu'on est tous uniques, même si on a presque tous on a les mêmes qualités, les mêmes défauts, on est tous uniques, singuliers, originels, j'aime bien le rappeler. Et puis, c'est aussi ce qui nous épuise ce corps parfois, parce qu'on est, on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc le mouvement, ça a été pour moi la porte d'entrée, je dirais, la plus évidente pour revenir dans mon corps. Parce que je me suis pendant longtemps dissociée de ce corps. J'ai voulu chasser, quand on me disait: non, ça, je prends un exemple, ça c'est pas un métier par exemple. Donc écoute, si j'ai pas le droit d'être dans ma propre autorité, je vais écouter l'autorité de quelqu'un d'autre et puis je vais me couper de ce qui me semble être juste et bon pour moi. Et très souvent, les choses, elles commencent à se dénouer quand
dans le corps avant même qu'on puisse, je le disais tout à l'heure, analyser. Donc ce livre, en tout cas ce premier livre, tu l'as dit, il y en a 2. En fait, il était tellement gros, c'était pas une trilogie, mais il était tellement gros ce livre qu'à un moment donné, mon éditeur, il m'a dit: «Va falloir qu'on le coupe en 2». Alors, on a tout réorganisé et puis ce livre, mais il a du corps évidemment, c'est une invitation à se connecter, se reconnecter pour certains qui se sont dissociés, à cette intelligence corporelle et à remettre du mouvement là où la vie, elle s'est peut-être un peu figée, tu vois? Et donc, le deuxième, j'en dis pas trop pour le moment, hein, peut-être que ce sera l'occasion qu'on en rediscute toutes les 2, mais en tout cas, le deuxième, il est encore plus corporel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'approches, de pratiques corporelles. Là, déjà, j'explique un petit peu qu'on peut aller vers des couches plus subtiles, explorer des pratiques plus approfondies pour rétablir un dialogue entre le corps, nos émotions et notre conscience. Tu vois, cette espèce de pendulation. Je fais des allers-retours entre les 3. Et c'est vrai que souvent, quand je parle de blocage énergétique, par exemple, je parle pas d'un truc mystérieux, je parle pas d'un truc barré, pour reprendre, tu vois, le vocabulaire de certains. Je parle pas de quelque chose d'ésotérique au sens abstrait. Les médecines traditionnelles, elles l'avaient compris depuis des millénaires et des millénaires. C'est-à-dire qu'en médecine chinoise, on va parler des méridiens, et tu le sais, tu es bien placé pour le savoir. Dans la tradition indienne, on va parler des nadis, puis j'en passe. Mais en réalité, il y a vraiment cette cartographie du corps où il y a des canaux à travers desquels l'énergie circule, l'énergie vitale. Et ces systèmes, ils décrivent une idée simple, c'est que la santé, elle dépend de la capacité de cette énergie à circuler librement dans le corps. Et c'est un petit peu tout ça, en fait, que je viens expliquer dans ce premier livre. Si on traduit ça dans un langage encore plus concret pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est que un blocage énergétique, ça correspond souvent à quelque chose de très simple. C'est une zone du corps qui bouge plus, parce qu'on est quand même une société ultra sédentaire, une zone qui respire plus pleinement, parce qu'on n'apprend pas à respirer à l'école, et c'est dommage. Une zone qui s'est progressivement rigidifiée avec le temps, et toutes ces rigidités, elles se créent pas par hasard, tu vois? Elles apparaissent un petit peu à force de stress répété, d'émotions retenues, parce qu'on se dit justement que certaines émotions sont pas bonnes à montrer, de tensions chroniques et donc d'adaptation permanente à cet environnement. Et ça, on va y revenir, un peu plus, amplement après. Mais j'avais juste une question, peut-être un peu plus personnelle. Tout à l'heure, tu parlais de ton histoire et du fait que tu avais été coupée un peu de ton corps. Est-ce que tu te rappelles si tu as eu un moment un espèce de déclic à te dire: «En fait, il faut que je prenne soin de mon corps, il faut que je bouge, il faut que je mette du mouvement, dans ma vie» ou pas? Oh oui, il y en a eu des prises de conscience. Tu sais, quand le corps, il souffre, quand tu commences à souffrir de douleurs au dos, ça n'a pas été les premières. Je crois que la première prise de conscience, ça a été, mon premier job. J'avais un job à vraiment responsabilité, hein, pour l'époque, pour mon âge, c'était une grande chance. Pas forcément dans la voie que j'avais choisie, mais bon, je pour autant, je prenais du plaisir. Mais je prenais tellement mon métier à cœur que, je me souviens, je me réveillais la nuit, je me dis: «Oh là là, faut que je note ça si j'oublie demain». Et donc j'ai commencé à avoir un sommeil qui était perturbé. Et j'avais énormément de stress. Et chez moi, le stress, comme beaucoup de gens, hein, tu vois, il se loge souvent en haut du corps. Je commençais à avoir un petit peu de tension dans le cou, et cetera. Et je me souviens d'en avoir parlé à mon père qui m'a dit: «Mais tu sais, Ambre, pourquoi tu reprends pas la danse là?» Je m'étais arrêtée. Alors par manque de temps, c'est un peu une fausse excuse, hein, mais c'est vrai que j'accordais tellement de temps et d'importance à mon boulot que, j'avais mis de côté les loisirs. Et du moment où j'ai repris la danse, déjà, tu vois, les tensions, elles se sont estompées, pour pas dire elles partaient après la danse. Mon sommeil, il s'est rétabli. Donc déjà, il y a eu une prise de conscience. Est-ce qu'il y a eu une vraie prise de conscience? Je sais pas si j'ai fait vraiment le lien de cause à effet à l'époque. Je parle de ça, j'avais une vingtaine d'années. Mais quand même, avec ce recul-là, je te dirais que oui. Après, il y a eu plein d'autres prises de conscience dans le même genre. Tu pas sans savoir que j'ai vécu, plusieurs années, hein, 6 ans en Équateur où j'ai travaillé avec les plantes maîtresses. Les plantes maîtresses, elles travaillent vraiment au niveau du corps. Elles te remettent dans le corps à 100% et tu vis tout puissance 1000.
Donc tu vois à quel point, il y a des émotions qui ont été figées, qui sont bloquées, qui te permettent justement d'évacuer tout ça. Et puis dans les prises de conscience, il y a eu ma formation qui est pas si vieille que ça pour le coup avec le yoga. Je dis toujours: «J'ai eu ma vie avant le yoga, après le yoga». C'est vrai que le yoga et c'est la raison pour laquelle je crois que j'ai eu envie d'écrire ce livre parmi tant d'autres, mais ça a été une priorité. Ça m'a permis de comprendre que, au-delà de tout l'aspect ésotérique qui m'avait amenée à m'intéresser au yoga, j'ai compris qu'en fait, quand tu déconnectes le mental grâce au mouvement, en mettant de la conscience dans tes mouvements, tu te sens super bien. Et en fait, j'ai compris un peu plus tard avec, là, pour le coup, le mental et des formations sur le système nerveux, que l'information à 80 elle va du bas du corps, on va dire du ventre, tu vois, du centre à la tête, au mental. Et seulement 20 du trajet de l'information descend de la tête au centre. Et là, je dis: évidemment. Et donc plutôt que de dire bien dans sa tête, bien dans son corps, aujourd'hui, j'affirme haut et fort bien dans son corps, bien dans sa tête. Et tu même plus obligé d'aller mettre du sens. Si dans le corps, tu viens libérer ce qui a besoin d'être libéré. Voilà. Alors, on va revenir maintenant sur la partie, des blocages énergétiques dont tu parlais tout à l'heure. Justement, dans la première partie de ton livre, tu dis que le mouvement, c'est un moyen de libérer ces blocages énergétiques et d'harmoniser notre champ vibratoire. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que tu veux dire par là? Tu as déjà un peu commencé tout à l'heure, mais voilà, pour quelqu'un qui, ne connaît pas trop, qui n'en a pas souvent entendu parler, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il ou elle comprenne bien ce que ça veut dire? Comme je te disais tout à l'heure, effectivement, il y a rien d'ésotérique dans tout ça. C'est-à-dire que pour l'expliquer avec des métaphores très simples, quand il y a un stress répété, quand il y a des émotions qui sont retenues parce qu'on a grandi dans une famille, on nous a dit, «C'est pas beau de se mettre en colère» ou «C'est bon, t'es grande, tu vas pas pleurer pour ça». C'est autant d'émotions qu'on a gardées à l'intérieur, qu'on n'a pas laissé, tu vois, traverser notre corps et qui ont pu créer en fait au départ des tensions, hein, des tensions peut-être même chroniques, en tout cas des adaptations permanentes à notre environnement. Et quand ces émotions, elles peuvent pas être exprimées pleinement, le corps, il va trouver un moyen de les gérer. Donc il va se contracter, d'où les tensions. Il va se figer, il va se protéger. Et là aussi, je vais parler d'un autre psychanalyste qui était ultra connu, hein, William Reich, qui lui parlait de cuirasse émotionnelle. En fait, les cuirasses émotionnelles, pour parler encore une fois en métaphore, c'est une sorte d'armure corporelle qu'on va construire évidemment inconsciemment, pour mieux se protéger de toutes les expériences qu'on va vivre comme étant difficiles ou douloureuses. Donc au début, évidemment, cette armure, elle peut sembler utile, elle a ce qu'on appelle dans notre jargon thérapeutique une fonction utile, mais en fait, elle nous aide à faire face, à continuer à avancer, c'est sûr. Mais avec le temps, si elle se relâche jamais cette armure, elle va finir par limiter en fait pas mal de dimensions de notre fonctionnement. D'abord, notre respiration, elle va devenir plus courte. On va être en mode survie. Il y a des muscles qui vont rester en tension permanente. On entend de plus en plus parler, tu sais, de la théorie polyvagale, hein, de Stephen Porges, donc il en parle très bien de tout ça. Et puis, certaines zones du corps qui vont devenir moins sensibles que d'autres, qu'on va même plus sentir en fait, tu vois? Et le mouvement aussi, il va se restreindre. Donc quelque part, la circulation de vie à l'intérieur de nous, elle va diminuer. Et le mouvement, du coup, ça semble assez simple et évident. Il agit du coup comme une clé de déverrouillage en quelque sorte. C'est-à-dire quand tu remets ton corps en mouvement, d'une façon extrêmement douce, hein, c'est toujours pareil, c'est une histoire d'équilibre, hein. Il ne s'agit pas d'aller se mettre dans des sports extrêmes, mais quand tu remets ton corps en mouvement dans la conscience, dans la douceur, de façon très respectueuse, bien la respiration, elle se remet à circuler, les sensations corporelles aussi, les informations au niveau du système nerveux, elles passent de manière fluide, et puis la perception qu'on a de nous-mêmes, tout simplement. Donc le mouvement, il réactive en quelque sorte, tu vois, via toujours ce nerf vague, si j'en reviens à la théorie polyvagale, il réactive en quelque sorte le dialogue entre là-haut et en bas, c'est-à-dire entre le corps, entre le cerveau. Donc toutes les zones qui étaient mises un petit peu en sommeil, elles peuvent se réveiller. La respiration, elle s'approfondit. Les tensions, elles se relâchent. Tu vois, un mouvement au yoga qu'on utilise très souvent, enfin une posture, c'est le fameux chien tête en bas.
Le chien de tête en bas, Adho Mukha, c'est vraiment ce mouvement de pendulation dans lequel non, pendiculation, pardon, je parlais de pendulation tout à l'heure avec les allers-retours, dans lequel tu viens justement réunir toutes tes tensions et tout relâcher. Et donc du coup, si tu observes dans la nature, les chats, les chiens le font instinctivement, une trentaine de fois par jour, tu vois? C'est très révélateur. Quand cette circulation, elle revient au niveau du corps, le corps, il retrouve naturellement un état d'équilibre, un état de cohérence. C'est un peu comme un instrument de musique finalement, tu sais, avec très peu de choses, tu réaccordes et puis, il y a tout qui se remet avec justesse et le corps, il fonctionne de la même manière en réalité. C'est plus clair? Souvent, les personnes qui ont des douleurs, par exemple, elles vont se dire: en fait, je vais pas bouger parce que justement j'ai mal». Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Déjà, je tiens quand même à préciser que je suis pas médecin, hein, donc je voudrais surtout pas de dire d'erreur. C'est vrai que dans certains cas, évidemment, si on a mal, il faut quand même aller voir d'abord toujours un spécialiste. On a un protocole en kinésiologie, tu sais, qui consiste à remettre de l'élan et c'est au niveau du 1 que tu connais, au niveau du pied, tu vois? Mais c'est vrai qu'une personne qui est vraiment bloquée au niveau énergétique, alors autant aller remettre de l'élan à cet endroit-là, ça peut être bon. On dit souvent qu'une personne qui est malade, justement de lui proposer d'aller prendre l'air et de remarcher, encore une fois en douceur, de manière respectueuse, ça peut l'aider à reprendre de l'énergie là où justement l'énergie elle était stagnante. On n'est pas fait en tant qu'être humain pour rester assis derrière un ordinateur comme on le fait dans notre société ultra sédentaire et avec les jeunes de plus en plus connectés. Et c'est vrai que c'est un problème, je pense qu'on l'a tous expérimenté, tu sais, des fois d'avoir vraiment envie de rester au lit parce qu'on n'est pas bien et en même temps de se dire: «Bon allez, je me bouge, je prends une douche, je vais m'oxygéner un peu» et de se dire: «Ah j'ai bien fait parce que vraiment ça fait du bien». Oui, ça fait du bien parce que justement, nous sommes, on le sait aujourd'hui, hein, notamment grâce à la physique quantique, nous sommes énergie à 99,99999, autant dire presque 100. Donc si on est énergie, l'énergie par définition, c'est du mouvement. Donc évidemment que de remettre du mouvement dans notre mouvement, ça va aider à aller mieux. Mais si on reste à stagner, l'énergie, elle va stagner à des endroits et c'est ce qui fait qu'on va être encore plus mal. Donc je te dirais que non, faudrait éviter de rester allongé, tu vois? Même si parfois, c'est pour ça que j'aime pas les réponses tout blanc ou tout noir. Il y a jamais rien de tout blanc ou tout noir, tu vois? Mais la plupart du temps, c'est bien, encore une fois avec douceur, pas de se faire violence, mais d'essayer à son rythme d'aller respirer dehors. Ne serait-ce que quand on ne peut pas, tu vois? Parce que, je sais pas moi, on s'est cassé la jambe ou que sais-je, aller respirer, c'est déjà remettre du mouvement, tu vois? Parce que via la respiration, on peut libérer des tensions, on peut augmenter notre champ énergétique et enfin, de toute façon, on le dit, la respiration, c'est la vie, quoi. Et à contrario, il y a on voit de plus en plus de personnes qui se mettent à faire énormément de sport, qui sont dans la performance de faire toujours plus de trail, de semi-marathon, de marathon et cetera. Donc là, en tant que naturopathe, en tout cas, je me dis: «Bon, il y a peut-être aussi un extrême, inverse». Bah oui, tu as raison, mais c'est toujours cette dualité. Tu vois, moi, j'ai pas mal de personnes que j'accompagne, et ici, c'est la région du rugby. Alors, j'en ai beaucoup qui font du rugby et quand je vois les accidents, je dis: «Bah, voilà, ça me conforte une fois de plus». Alors évidemment, c'est ma vision, donc je la rencontre, mais dans le fait que quand tu mets trop de violence dans le corps, ça a des répercussions qui sont pas bonnes. C'est aller écouter ce qu'on peut faire. Si je reprends un petit peu les traditions, chez les yogis, il y a beaucoup plus d'accidents en France qu'en Inde. Pourquoi? Parce qu'en Inde, ils partent du postulat qu'on sait écouter son corps. Donc on sait exactement jusqu'où on peut amener la posture. Un occidental, au contraire, il va vouloir aller plus loin, plus loin, plus loin, puis il va se faire mal parce qu'il va pas s'écouter. Tu vois? Donc c'est ouais, de la douceur encore et puis être à l'écoute de soi sur ce qu'on peut faire. C'est bien de se dépasser aussi parfois, mais chercher tout le temps à dépasser ses limites, c'est dangereux. Il y a un bel exemple en ce moment que je suis, tu vois? Je suis un petit peu la méthode Moonsfloor, je sais pas si tu connais? Moonsfloor, c'est Monsieur Moon, c'était un ancien danseur d'opéra qui a eu alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a eu 2 opérations du genou. Il se faisait très mal à la colonne et tous les médecins lui disaient: «Ben, tu vas pas échapper à l'opération»
Et lui, il avait pas envie évidemment et il a commencé à faire des recherches, tu vois, sur des anciens comme Mézières, tout ça, qui ont quand même marqué, le temps au niveau du mouvement et des sacrées découvertes. Et en fait, il a été dans, ce qu'on appelait à l'époque, l'hérésie, tu vois? C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans l'hyperverticalité comme lui, il avait l'habitude de le faire à l'opéra en imposant à son corps des choses très extrêmes, bah, au contraire, il a créé sa méthode qui est basée sur l'enroulement. Donc on est complètement sur le mouvement inverse de l'hyperverticalité et il s'est rendu compte que via la lenteur et l'enroulement, on pouvait aller beaucoup plus loin et aller libérer ce qu'on sait aujourd'hui grâce aux neurosciences, remettre en fait, libérer, tu sais, les protéines des fascias. Donc en fait, quand tu travailles avec le Moon Floor, comme en Yin Yoga, comme dans plein de choses, hein, je parle que de ce que je connais, le but c'est d'aller, remettre de l'hydratation, du mouvement dans les fascias et comme par hasard, j'ai presque envie de dire, c'est là où les émotions, tu vois, elles se figent aussi quand elles sont retenues. Alors justement, on va parler des liens entre émotion et santé. C'est dans la deuxième partie de ton livre, en tout cas, tu parles de ça. Et tu dis à un moment que la joie, c'est notre état naturel pour vivre. Alors ça m'a beaucoup interpellée parce que, si on regarde un peu autour de nous, je ne sais pas moi, quand on va faire ses courses, quand on se balade dans la rue ou quand on va travailler, on a l'impression qu'on a un peu perdu cet état naturel, si c'est notre état naturel. Que tu mets le doigt sur quelque chose d'essentiel et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être tout le temps dans la joie. Tu sais, ils viennent en kinésio: moi je voudrais retrouver la joie». Alors déjà, évidemment, quand je dis que c'est notre état naturel, ça veut pas dire qu'on doit toujours être heureux en permanence, hein. Ce serait utopique de penser ça. Pourquoi? Parce que nous sommes mouvement. Une fois de plus, l'énergie, c'est du mouvement. Donc c'est pas l'idée de vivre en permanence dans une sorte d'optimisme un peu forcé, genre en méthode Coué, tu vois? La vie, elle comporte, on le sait, des moments difficiles, des épreuves, tu vois? On n'est jamais à l'abri d'une perte, voilà, d'un deuil, de phases de doute même, hein, qui nous met, dans l'interrogation et pas forcément dans la joie. Ce que je veux dire quand je dis ça dans mon livre, c'est que l'être humain, il naît avec une capacité spontanée à l'élan vital. Moi, j'ai un petit garçon qui a 6 ans, tu le sais, et j'adore l'observer parce qu'il est plein de joie, tu vois? Et en plus, c'est génial, c'est contagieux. Mais en fait, il suffit vraiment d'observer un enfant pour se rendre compte de ça. Un enfant, il bouge naturellement. Il bouge, il explore son environnement, il rit facilement, il passe des rires aux larmes, il s'émerveille pour des toutes petites choses, tu vois? Je prends souvent le même exemple, mais ça m'avait tellement marqué de voir Néo s'émerveiller devant, un bourdon, tu vois? Qui était, dans une fleur et je me disais: «Mais oui, c'est fantastique», tu vois? Et j'ai retrouvé de l'émerveillement et de la joie à travers ses yeux d'enfant et un enfant, ça peut tomber évidemment, mais il se relève, il repart jouer en quelques minutes et en fait, la vie, elle circule librement en lui. C'est ça que je veux dire quand je parle de joie. C'est-à-dire que la joie, c'est pas seulement une émotion agréable, c'est d'abord une énergie de mouvement, une énergie d'ouverture dans le monde, une disponibilité et le problème, hein, j'aime pas trop parler de problème, mais au fil du temps, il y a quelque chose qui change, c'est-à-dire qu'on apprend à s'adapter à un environnement qui est pas toujours simple, on le sait. On doit répondre à des attentes, on doit respecter des règles. Regarde à l'école, il faut se tenir assis pendant combien d'heures. On voit à quel point tu as des enfants, il y a le avant, l'après l'école. Faire face à des situations ultra stressantes qui sont vraiment émotionnellement difficiles. Et en fait, petit à petit, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à contrôler. On apprend à contenir des émotions parce que ça se fait pas de se mettre d'un seul coup en colère à l'école, on va se faire répréhender. Il faut faire attention à ce qu'on montre, à la manière dont on se tient, à se protéger aussi. Donc en fait, ces adaptations, je suis pas en train de dire qu'elles sont incohérentes, elles sont nécessaires pour vivre en société. Néanmoins, c'est vrai qu'elles ont aussi, comme tout, puisque je disais que tout est polarisé, hein, elles ont un effet secondaire. C'est qu'en faisant ça, ces adaptations permanentes, le corps il commence à se contracter. Et qui dit contraction dit les tensions vont s'accumuler. La respiration du coup, je parlais tout à l'heure de mode survie, je dis pas qu'on va plus respirer, mais on va avoir une respiration beaucoup plus superficielle pour justement pouvoir contrôler et du coup, il y a des élans spontanés qui vont être retenus.
Donc ça, c'est au début. Puis au fil des années, des couches de stress comme ça, des couches de fatigue émotionnelle, des couches de déception, de peur surtout, eh bien, au bout d'un moment, ça va venir recouvrir cet élan naturel qu'est la joie. Et c'est un petit peu comme si la joie, elle disparaît jamais, hein, heureusement, elle fait partie de nous. C'est voilà, l'émotion de base, je dirais. On le voit dans le beau petit dessin animé, tu sais, de Pixar, là. Vice versa. Ouais, c'est ça. On voit que, tu vois, la joie, elle se retrouve en fait enfouie. Enfouie en quelque sorte sous plusieurs couches. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle a disparu, mais elle est en veille. Et c'est pour ça qu'il y a des expériences très simples qui peuvent parfois la faire réapparaître. Tu vois, un mouvement libre. Moi, j'ai exploré, tu vois, l'année dernière beaucoup la danse-thérapie. Et, waouh, te reconnecter au mouvement, à la spontanéité, c'est extraordinaire. Un éclat de rire, un moment de connexion avec la nature, et respirer, comme je disais, volontairement, consciemment, de manière plus profonde. Aller chercher de la sécurité dans le corps, donc ça, c'est beaucoup ce qu'on voit à travers la régulation du nerf vague, tu vois? Si je reviens à la théorie polyvagale. Et c'est vrai que dans ce premier tome, tu vois, de mon livre, la démarche que je propose, c'est pas d'aller chercher la joie comme un objectif qui signifierait presque une pression de plus à atteindre. L'idée, c'est pas d'aller forcer un état positif, c'est vraiment: je retire progressivement toutes ces couches, toutes ces tensions qui empêchent la vie de circuler librement à travers mon corps. Et en fait, quand je diminue les tensions, le corps, il retrouve de la mobilité, forcément. Et quand le système nerveux, il retrouve un sentiment de sécurité, il y a quelque chose de beaucoup plus naturel qui peut apparaître. Et à ce moment-là, la joie, en fait, elle arrive d'elle-même. Tu vois, il y a pas, je cherche la joie, donc elle arrive. Et c'est pas, moi, c'est pas trop mon truc, tu vois, d'aller chercher la joie dans le yoga du rire, par exemple. Je suis pas en train de le juger, mais c'est pas mon truc à moi, tu vois. Donc c'est pas une performance émotionnelle, c'est vraiment une expression de la vie qui circule en nous naturellement. Et ça, on le ressent quand on fait, je sais pas, quand on s'offre un massage ou qu'on va faire quelque chose qui fait du bien au corps, en fait, tout de suite, on est beaucoup plus léger au niveau, du mental, quoi. Pour quelqu'un qui est dans le massage, oui. Mais oui, évidemment, je peux que te rejoindre puisque quand tu mets du massage, tu remets là aussi, t'aides à travailler au niveau de la circulation, des méridiens, alors en fonction évidemment des techniques de massage, mais tu remets du mouvement dans des zones où ça s'est figé. Donc bien sûr, un grand oui. Ouais. Alors, on va continuer d'explorer, le lien entre les émotions et notre corps et tu en parlais tout à l'heure en disant que, en fait, la maladie, ça serait, la conséquence, en fait, finalement, d'une accumulation de paquets émotionnels qui seraient cristallisés, dans notre corps et donc finalement, en fait, la principale cause des maladies, ça serait des émotions, «mal vécues» entre guillemets. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette approche parce que ça va chercher la cause de la cause, comme, en naturopathie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment, alors même si tu l'as un petit peu fait tout à l'heure, mais comment concrètement, des émotions peuvent causer des maladies? Parce que tu disais, voilà, ça peut causer des tensions et cetera, mais est-ce qu'il y a une espèce de bascule entre les tensions accumulées et la maladie? Ouais, ouais, bien sûr. Alors, une fois de plus, je suis pas médecin, donc je vais pas dire que c'est l'origine de toutes les maladies. Il y a certaines maladies qui peuvent trouver leur source ailleurs, et notamment, tu vois, je pense aux maladies auto-immunes, etc. Une émotion, à l'origine, on l'a dit, c'est un mouvement. Tu sais, ça vient du latin emovere, qui veut dire mouvement. On prend souvent ce truc de l'anglais où en fait on dit émotion, motion c'est le mouvement. Il y a un stimuli qui fait que tchouk, j'ai un mouvement qui arrive à l'intérieur de moi. Et quand on se laisse pas traverser, puisqu'une émotion en fait, c'est ni plus ni moins qu'un courant électrique qui traverse la pointe du pied, qui traverse ton corps, qui se libère par la glande pituitaire, pardon. Et tout ça, ça se fait en quelques secondes, tout au plus quelques minutes, tu vois? Alors on parle, pas rentrer dans la précision, mais il y a beaucoup de gens qui disent que ça dure 90 secondes. Donc tu vois, c'est à peine plus d'une minute. Si tu la laisses, encore une fois, te traverser librement. Mais c'est vrai que je disais, tout à l'heure, quand tu me posais des questions sur l'enfance et cetera, qu'on a appris à contrôler. Donc quand on a entendu dans notre éducation que ça se fait pas de se mettre en colère, que c'est pas beau de se mettre en colère, que on va pas pleurer parce qu'on est grand, et cetera, eh bien, le problème, il apparaît quand l'émotion, elle est retenue. Et quand l'émotion, elle peut pas être vécue, quand elle peut pas être, exprimée pleinement, qu'on peut pas se laisser traverser par elle, elle reste présente dans le système nerveux.
Et c'est ce qui fait qu'elle va s'imprimer sous différentes formes. Au début, ce sont souvent des tensions musculaires. Tiens, je me sens tendue. Et puis au bout d'un moment, ça peut, à force de garder l'émotion et puis de pas se laisser traverser ou que la vie nous ramène toujours les mêmes situations, non pas pour nous embêter, mais justement comme des cadeaux à libérer ces émotions, bah, on va les accumuler. Donc ça va créer des douleurs chroniques. Ça peut créer certains schémas posturaux aussi, tu vois? On le voit d'ailleurs, c'est Lise Bourbeau à travers son livre qui avait été tant médiatisé, Les 5 blessures qu'empêche d'être toi-même, qui montrait qu'une blessure, elle se reflète dans le corps à travers, tu sais, des postures. Il y a des réactions émotionnelles répétitives. Tu as des gens, ils sont complètement addicts à la colère, il leur faut leur dose, tu vois? Donc avec le temps, toutes ces accumulations émotionnelles, elles créent effectivement ce que j'appelle, tu l'as dit, des paquets émotionnels. Alors, Reich après il va plus loin quand on expliquait les cuirasses, quand vraiment tu les gardes. Mais le corps en fait, il s'adapte en permanence. Il est hyper bien fait, il compense, il s'organise autour de ces tensions. Donc tu apprends à vivre avec, ça c'est sûr, mais c'est souvent sur ce terrain-là que les symptômes, ils vont apparaître. Et il s'agit pas de dire que les émotions, c'est la seule cause des maladies, hein, je préfère quand même le souligner, mais quand même, moi je dirais qu'elles constituent le facteur déterminant dans l'équilibre, ou le déséquilibre du corps. Ça c'est sûr. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, «Ah j'ai un nœud», tu sais, c'est très métaphorique, hein, la langue de l'inconscient, la langue du corps. «J'ai un nœud dans le ventre», quand j'ai de l'angoisse. Tu en as d'autres qui vont dire, «J'ai une boule dans la gorge», tu as d'autres qui vont dire, bah, comme moi, hein, tu vois, j'ai la tension dans le cou, et puis elle disparaît jamais et en fait, on nous apprend à associer tous ces mots-là à du stress, à de l'anxiété et moi, je trouve que c'est des mots beaucoup trop vagues qu'on associe toujours, encore une fois, à la tête, à l'esprit. Mais pour moi, ces sensations, elles sont pas dans la tête, en fait. Tu as des émotions qui ont tendance à se manifester un petit peu plus, fréquemment dans des zones du corps. On sait que la colère, tu regardes les gens quand tu les interroges un petit peu en langage somatique, ils vont te dire, «Mmh, c'est dans la mâchoire, c'est je me crispe, j'ai de la chaleur qui monte», parce qu'on sait que voilà, la colère ça crée de la chaleur. La peur en général, elle est plutôt au niveau du ventre, des nœuds aussi qu'on peut avoir dans l'estomac. Quand tu prends des grosses phobies, c'est carrément des gens qui vont dire: «J'ai la nausée, j'ai envie de vomir». Donc ces manifestations, elles correspondent souvent à des réactions, en fait, physiologiques du corps. C'est une manière d'exprimer ce que l'esprit, il arrive pas toujours à exprimer, tu vois? Donc quand une expérience, elle est trop intense et qu'elle est pas pleinement intégrée, bah, le système nerveux, il va rester en état d'alerte et le corps, du coup, il va manifester des tensions musculaires qui sont persistantes. On parlait de la respiration qui va être beaucoup plus courte que ce qu'elle devrait être. Des gens qui ont des troubles digestifs chroniques, tu vois? Une inflammation, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Et en fait, ce mécanisme, c'est une réaction de survie. C'est que le corps, il prend le relais parce que l'esprit peut pas tout gérer. Le problème, c'est qu'à long terme, bah, cette accumulation, elle va se refléter dans la santé. Et le corps, il y a, j'écorcherai son nom, mais ce super, spécialiste des traumas, belge, je me souviens plus de son nom, mais je l'ai sur le bout de la langue, qui a écrit «Le corps n'oublie rien». C'est tellement vrai. C'est Bessel van der je ne sais plus comment, qui me pardonne. «Le corps n'oublie rien». C'est un livre exceptionnel, qui montre à quel point, bah, le corps, il garde la trace de tout, tu vois? Et plutôt que de se dire: «Mais qu'est-ce qui va pas chez moi?» ben, interrogeons-nous plutôt en se demandant: «Beh, qu'est-ce que j'ai traversé? Où est-ce que mon corps, il porte encore cette empreinte?» tu vois? C'est reconnaître simplement que le corps, il a porté pendant longtemps et à un moment donné, c'est, aller, à l'écoute de ce corps. C'est vraiment ça. On n'est même pas obligé aujourd'hui, tu vois, moi j'en viens, pourtant Dieu sait à quel point j'ai cherché les causes. Aujourd'hui, je vais plus la chercher, je vais à l'écoute de mes tensions. J'accepte d'aller à l'écoute, j'accepte d'aller respirer dedans, d'aller remettre du mouvement et bien souvent ça suffit. Et tu disais tout à l'heure que, on associait trop souvent, nos tensions à soit de l'anxiété, soit du stress. Est-ce que pour toi, il faut, forcément trouver, l'émotion qui est derrière ces tensions-là ou juste le fait de remettre du mouvement, ça va, finalement faire circuler les énergies et
c'est pas utile. C'est très occidental d'en mettre du mental, tu vois? L'occidental, il veut savoir et moi, j'étais la première à être dans la quête du sens. Je voulais tout savoir. Je me rappelle quand j'ai travaillé avec, Franck Lobvet, qui est un thérapeute un peu hors norme, hein. D'ailleurs, je sais pas s'il aimerait que je dise thérapeute, mais il m'a dit: «Ah, Ambre et la quête du sens». Tu sais, c'est ce qui il se moquait de moi avec ce truc-là. Il avait tellement raison à l'époque. Aujourd'hui, je suis plus du tout dans cette quête de sens. Je suis vraiment dans, OK, les tensions, elles sont là, j'accepte d'aller dedans. Mais tu sais, les gens, ils se coupent de leur corps parce que ça fait mal, parce que c'est plus un lieu de sécurité. Et quand, en fait, tu cherches du sens par la stratégie en dessous, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça te permet de te distancier de l'émotion. Genre même pas mal, de plus sentir. En ce moment, je m'intéresse beaucoup à l'éinothérapie. C'est une approche d'hypnose par le corps. Et en fait, tu vas pas du tout chercher les causes. Tu t'en fous des causes. Tu vas juste dans l'écoute du corps, des tensions. Et un petit peu comme certains types de méditation où tu acceptes la douleur, aller écouter la douleur plutôt que de lutter contre. Parce que quand tu luttes contre de la douleur, ben t'en rajoutes parce que tu mets une énergie de lutte. Et c'est en général, c'est pas elle qui gagne, tu vois. Donc plus tu remets de l'écoute dans l'attention et que tu acceptes à un moment donné de donner les clés à cette intelligence du corps, c'est vraiment ça. Tu acceptes de lui faire confiance et de lui dire: «Toi, tu sais mieux que moi comment remettre en mouvement ce truc-là». Parce que je l'ai dit, le corps, il a toutes les ressources, tu vois? C'est ce que je crois intimement, on peut guérir de tout. Alors après, attention, encore une fois, hein, ce que je dis, ça dépend et je sais certains stades et cetera, mais pris à temps quand on écoute, normalement, on ne devrait pas arriver à des stades où c'est incurable la maladie. C'est ce que je crois. Alors pour conclure cet épisode, je sais que dans ton livre, voilà, tu partages pas mal d'exercices pratiques et j'ai trouvé ça très bien justement que qu'on puisse aussi, mettre en place des choses dans son quotidien. Est-ce que là, comme ça, tu aurais une pratique ou 2 à nous partager, à partager aux auditeurs et auditrices pour leur donner envie de découvrir le livre aussi, et d'avoir des petites choses comme ça à mettre en place au quotidien pour apprendre à remettre du mouvement dans son corps, à l'écouter? Ouais. Bah, oui, oui, c'est vrai que ce premier livre, comme je le disais, c'est une invitation à se rapprocher du corps. Dans le deuxième, il y a beaucoup de QR codes avec des vidéos pour expérimenter d'autres formes de mouvements. Mais là, déjà, il y a beaucoup d'accompagnement en auto-hypnose, en petits rituels et cetera. Il y a un exercice très simple, c'est déjà, le matin au réveil, se poser juste cette question en ouvrant les yeux: «Comment je me sens?» Tu vois? Ça permet de remettre de la conscience dans le corps. C'est généralement ce que je dis aux élèves que j'accompagne, je donne des cours de yoga où je mêle en fait le yin yoga et l'hypnose et on commence toujours, les mains en chin mudra, en tailleur et la première question que je pose, c'est: «Comment je me sens sur le plan physique, psychique, émotionnel, énergétique?» Alors on n'est pas obligé de se poser toutes ces questions au réveil, mais déjà juste le «comment je me sens». Ça permet de remettre de la conscience dans le corps, surtout pour les gens qui s'en sont dissociés. Parce que l'expérience, à un moment donné, a fait que le corps n'était plus un lieu sécure. Ça permet de mettre de la conscience parce que plutôt que de redonner son pouvoir à l'extérieur et de dire: «Bah, tiens, je vais aller voir je sais pas moi, un kiné parce que j'ai mal au dos ou un ostéopathe ou que sais-je comme spécialité, même un psy parce que je me prends trop la tête en ce moment». C'est déjà comment je me sens parce que comme je dis, je suis la meilleure personne à savoir ce qui est le mieux pour moi. Peut-être que là, j'ai juste envie de parler à ma copine et je vais prendre mon téléphone et ça va me faire du bien de libérer ma parole. Ou peut-être que là, parce que j'ai une tension et j'ai du temps et j'ai tellement envie d'un bon bain chaud parce que ça fait longtemps. Et après mon bain, je vais me sentir tellement mieux parce que on sait, le corps il sait, mais faut-il encore aller l'interroger, tu vois? Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser, le matin, mais c'est aussi une question qu'on peut se poser, à plusieurs moments dans la journée, tu vois? Pour redescendre dans le corps. Comment je me sens? Ensuite, on peut se demander aussi, où est-ce que ça circule librement dans mon corps? Parce que je parlais de tension, où est-ce que c'est le plus fermé? L'idée, encore une fois, n'étant surtout pas de lutter ou de chercher à corriger quoi que ce soit, c'est juste observer, tu vois? On dit souvent en yoga: «J'observe sans juger». Très souvent, il y a un micro-mouvement qui peut apparaître quand on se pose ce type de questions et qu'on remet de l'attention au corps qui va répondre. Ça peut être un étirement, ça peut être un soupir intentionnel qui va relâcher le nerf vague. Ça peut être une respiration plus ample, tu vois? Sans aller chercher le «ah»
Parce que déjà, quand il donne ça de manière intentionnelle, tu relâches le nerf vague, tu es en train de lui dire: «Hey, c'est cool, je peux me poser un peu, quoi», tu vois? Et c'est vrai que le corps, il sait ce dont on a besoin quand on lui donne la parole, quand on lui donne plus d'espace. Et puis, pour les émotions, ça peut être une question très simple: «Qu'est-ce que je ressens là, maintenant, dans le corps?» Alors, c'est vrai que tu disais tout à l'heure: «Oui, mais on cherche à savoir quelle émotion et tout». L'idée étant pas de complexifier, d'aller chercher l'émotion, tu vois, complexe. Est-ce que là, c'est de, je sais pas moi, de l'anxiété ou quoi? C'est pas tant le pourquoi, c'est juste le comment, tu vois, qui est intéressant. Plutôt que de lutter contre quoi que ce soit, c'est simplement: «OK, comment je me sens dans le corps?» Et rien que de mettre de l'attention à ça, déjà, on peut reprendre du pouvoir sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et il y a tout un tas d'outils très simples, tu vois? La respiration cardiaque, j'ai donné la parole moi sur ma chaîne à, tu vois, à Patrick Drouot, qui en a fait un livre entier. Quelle puissance cet outil, tu vois? Parce que là aussi, je dis le corps c'est mieux que nous, mais en réalité le chef d'orchestre c'est le cœur. Quand tu te remets dans l'espace du cœur, tu as toutes tes horloges biologiques qui se remettent en marche. On est dans les 8 horloges, c'est énorme. Tu vois la puissance rien qu'avec la respiration? Voilà, par exemple. Mais c'est vrai que souvent on se dit: «Bah, en fait, c'est trop simple de respirer, je vais aller chercher des compléments alimentaires, des trucs, voilà, qui sont, qui on a l'impression que ça sera plus efficace». Tu as complètement raison. Ça aussi, je trouve que c'est une sacrée idée reçue. C'est comme en cuisine, tu vois? Je vais faire une analogie très simple. On dit toujours que les recettes les plus simples sont les meilleures. Ben, je crois que c'est pareil pour nous. Voilà. Absolument. Merci beaucoup Ambre pour cette interview et je vous invite à aller découvrir son livre et il y aura donc un 2e tome. C'est déjà à moi de te remercier parce que c'est toujours un honneur et un plaisir d'être sur ta chaîne. Normalement, il sort au mois de septembre, donc pour la rentrée, septembre 2026, de la conscience au mouvement, avec plein de protocoles aussi, plein de QR codes pour expérimenter plein de formes de mouvements et sentir ce qui nous fait du bien en fonction des profils de chacun. Donc ça vous laisse le temps d'acheter le 1er, de le lire et après à la rentrée de vous plonger dans le 2e, donc c'est parfait. Exactement. Un grand merci Audrey. À bientôt. C'était Akiba Plat, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.